peut-être une personnalité d'envergure nationale comme Ousmane Tanor Dieng qui peut prétendre peut-être jouer ce rôle de substitution auprès de la coalition Benno Bokk Yakaar. On va revenir un peu sur ce message que vous soulignez. Mais on revient sur cette crise de légitimité ou cette crise de leadership, si on veut. Les socialistes, vous le disiez tout à l'heure, ça ne date pas d'aujourd'hui. On se souvient de ce congrès de la refondation de 1996 qui avait fait ses effets. C'est vrai que le contexte n'est pas le même, mais lorsque vous faites un parallèle, vous arrivez à quel type de conclusion? C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire du Parti socialiste, c'est un parti qui a toujours été hégémonique. Et un parti qui a toujours su construire sa puissance électorale en s'appuyant sur les notables locaux, du monde rural, etc. Et surtout, ce que Ousmane Tanor Dieng n'a pas et que ses prédécesseurs avaient, c'était d'être président de la République et chef de parti. Donc c'est Abdou Diouf. Ouais. Non, Ousmane Tanor Dieng. Abdou Diouf était président, ouais. Senghor était président, et ça leur conférait une légitimité beaucoup plus forte que celle de Ousmane Tanor Dieng. Ousmane Tanor Dieng est arrivé à la tête du parti au moment où celui-ci avait perdu le pouvoir. Donc on sait très bien qu'au Sénégal, l'attractivité d'un parti, c'est d'abord sa capacité de mobilisation de ressources, d'entretenir une clientèle électorale forte, etc. Donc Ousmane Tanor Dieng, on peut lui reprocher peut-être d'avoir perdu un certain nombre d'élections depuis qu'il est à la tête du parti, mais c'est oublier le fait qu'effectivement, les logiques politiques au Sénégal sont très complexes. Pour que vous puissiez vous prévaloir d'un leadership conséquent, il faudrait vous adosser à un dispositif étatique, administratif, politique qui vous permet d'être le chef, le patron. Donc il a été contesté. C'est ça que Ousmane Tanor Dieng n'a pas. N'a pas, voilà, exactement. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement, au congrès du 30 mars 1996, les caciques du Parti socialiste, dont Moustapha Niasse Djiboka et plus tard Abdourahim Agne, ont estimé que Abdou Diouf avait parachuté un technocrate qui n'avait pas la même légitimité politique qu'eux. Par conséquent, ils ont tout de suite choisi de claquer la porte du parti. Et cette fragmentation du Parti socialiste, cet éclatement de 1996, le parti ne s'en est pas relevé depuis. Oui. Et je pense que le Parti socialiste revient de très loin. Les élections de 2009 marquent une sorte de résurrection pour ce parti qui a repris du poil de la bête en remportant des locales dans certaines circonscriptions. Voilà. De ce point de vue-là, je pense que la situation est différente. Voilà. Autant Ousmane Tanor Dieng est peut-être un technocrate compétent, intègre, qui a su manœuvrer avec tact pour ressouder un tout petit peu les liens rompus avec beaucoup de membres du parti qui étaient frustrés, se sentant marginalisés, etc. Je pense qu'entre-temps, ils ont réglé cette question-là au Parti socialiste. Le parti est ressoudé, etc. Il y a eu de nouveaux membres, de nouveaux adhérents, de très jeunes adhérents qui ont une vision, qui ont un discours structuré, etc. Donc de ce point de vue-là, je pense que le parti n'est pas... on ne doit pas juger le Parti socialiste comme étant un parti complètement mort, complètement dépassé. Voilà. D'accord. Ouais. Mais même si le contexte n'est pas le même aujourd'hui, est-ce qu'on n'assiste pas à une sorte de situation similaire qui pourrait peut-être amener le parti à se fissurer un peu, non? Oui, si on considère que Mme Aïssata Tall Sall, les représentants du Parti socialiste en France ont estimé que ce duo Khalifa Sall-Tanor Dieng rappelle effectivement le centralisme démocratique d'antan et qu'eux, ils décidaient que dorénavant, c'est Aïssata Tall Sall qui est de facto la première secrétaire du parti. Voilà. Bon, bien entendu, c'est des déclarations un peu à l'emporte-pièce, intempestives, qui n'arrangent pas les affaires internes du parti. À mon avis, autant ceux qui reprochent à Ousmane Tanor Dieng, à Khalifa Sall d'avoir mis fin au processus de renouvellement ont raison de dénoncer une absence de démocratisation au sein du parti, autant ceux qui mettent en exergue le réalisme politique ont raison de penser que ce parti irait peut-être droit au mur en choisissant de rompre brutalement avec Macky Sall, avec les dispositifs du pouvoir actuel. Voilà. Parce que Aïssata Tall Sall, je le rappelle,
au niveau de Podor, la commune de Podor, elle fait face à une coalition APR, PDS. Elle est en ballottage. Voilà, ce qui fait qu'effectivement, elle se sent un peu marginalisée. Elle a toutes les raisons du monde de se présenter, de prendre date, donc de réapparaître comme un acteur légitime sur la scène nationale. D'accord. Alors, en étudiant le processus qui a mené justement le PS à la scission à l'époque, vous dites dans votre livre « Le Sénégal, une démocratie du phénix » que cette situation ne peut pas faire l'économie, cette situation de l'époque, d'un bouillonnement conflictuel, rarement idéologique et toujours crypto-personnel dans lequel évoluent les tendances. Est-ce que c'est une réalité qui est adaptée aujourd'hui au contexte actuel? Je pense qu'aujourd'hui, il y a des membres du Parti socialiste qui souhaiteraient effectivement que la direction accepte le principe du débat, de la discussion, de la création de courants complémentaires ou contradictoires, que les militants départagent les uns et les autres, plutôt que d'avoir encore cette hiérarchie verticale qui a mené le parti à sa perte. Donc ce que j'ai essayé de dire dans le livre, c'est qu'effectivement, c'est valable pour tous les partis politiques du Sénégal. On discute rarement idéologie, projet politique, c'est toujours autour de personnes, autour d'enjeux crypto-personnels que ça se passe. Ce qui fait que, bien entendu, nous n'avons pas véritablement des partis politiques au sens strict du terme. On a des machines électorales à la tête desquelles une personnalité forte a la prétention de détenir le monopole de la vérité, de la puissance, etc. Et que la base est obligée de suivre. Voilà. Donc si aujourd'hui il y a des velléités de démocratisation à l'interne, ce serait bénéfique pour le Parti socialiste, à mon sens. Oui. D'accord. À l'époque, la situation avait, là aussi vous le rappeliez, profité au Parti démocratique sénégalais, alors dans l'opposition. Aujourd'hui, ce n'est pas la même donne, puisque le PS, c'est vrai, est au pouvoir, mais comme allié du parti au pouvoir, du président Macky Sall. Tout de même, on peut essayer d'extrapoler, d'analyser. Tout à l'heure, vous disiez que c'est un message assez important. Si le leader Ousmane Tanor Dieng ne remplissait pas, du point de vue de son compagnonnage avec le président Macky Sall, alors est-ce que ça donne une autre lecture par rapport à cette alliance-là qu'on voit, ou alors à la marche même de la majorité présidentielle aujourd'hui? Bon, la majorité présidentielle aujourd'hui est confrontée à un dilemme cornélien. Le président Sall sait que son parti n'est pas majoritaire. Donc il a toutes les raisons du monde de rechercher le soutien de partis comme l'AFP, le Parti socialiste, la LD, le PIT, etc. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça participe de la construction de son hégémonie. Maintenant, on sait qu'autour du président Sall, il y a des militants APR qui souhaiteraient qu'il prenne ses distances avec ces gens-là. La société civile déjà a condamné cette formule de co-gouvernance qui est une trahison de l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle, c'est un homme qui est désigné, ce n'est pas un groupe d'individus. Et en l'occurrence, je pense que M. Ousmane Tanor Dieng, par exemple, depuis le début, joue le rôle d'interface avec notamment la France, les relations diplomatiques. Donc le président Sall lui fait jouer un rôle crucial, fondamental. Moustapha Niasse, son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, tout le monde a suivi ce qui s'est passé. Au début, il y avait des contestations de la part des membres de l'APR, mais les calculs politiques du président Sall, sa stratégie de légitimation, ont fait qu'effectivement, il n'a pas voulu écarter. Voilà. Donc l'APR n'a pas encore, en tant que parti seul, démontré de sa représentativité électorale forte au sein du pays. En 2009, certes, Macky Sall a contribué de façon décisive à la victoire des listes de Benno Siggil Sénégal aux élections locales, mais je pense que jusque-là, les rapports de force sont encore flous. Voilà. On ne sait pas exactement qui pèse quoi, qui peut quoi, etc. Voilà. Je pense que les élections locales vers lesquelles on vont permettre de clarifier la situation. Mais il y a un autre aspect, moi, qui m'intéresse, que je voulais soulever.
et sur lequel j'aimerais un peu votre analyse. C'est du point de vue des rapports entre le Parti socialiste et l'Alliance des forces de progrès, l'AFP. Parce qu'on a vu dans le même temps aussi, c'est vrai que le PS garde sa bannière, garde son autonomie, entre guillemets, avec l'élection du prochain secrétaire général. Mais dans le même temps, on a vu un parti qui est l'AFP, qui fait tout en fait pour se rapprocher du parti présidentiel, l'APR. Et qu'est-ce que cela vous donne ici comme réflexion, comme analyse? En fait, comme réflexion, je pense d'abord il faut dire que le Sénégal est une démocratie qui a démontré de son efficacité, de la vitalité de ses élites, de sa société civile. Mais les enjeux de 2012, donc, qui ont vu l'élection de Macky Sall, ont peut-être fait en sorte que nous sommes en face d'une situation inédite. Le président Sall est obligé, entre guillemets, de cohabiter avec ceux qui ont contribué de façon décisive à son élection. Oui. Et le fait que l'AFP de Moustapha Niasse soit beaucoup plus, comme vous le dites, beaucoup plus franc dans son soutien à l'APR, parce que le président Moustapha Niasse a déjà dit qu'il n'y aurait pas de candidature contre Macky Sall en 2017, donc oui. Il exclut la sienne propre. Et au sein de son parti, bien entendu, il y a eu quelques récriminations qui ont été vite étouffées. On sait comment ça s'est passé. Oui. Mais au sein du Parti socialiste, c'est différent. Je pense que du fait de la posture de l'actuel maire de Dakar, qui a, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, une ambition présidentielle en 2017, Ousmane Tanor Dieng ne peut pas convaincre ses ouailles d'adhérer à un processus de co-gouvernance durable, donc qui irait au-delà de 2017. Oui. Ce qui fait que les uns et les autres ont tout à fait raison de se positionner en conséquence, parce que les élections, c'est toujours une inconnue. Oui, dans le discours même, on entend souvent dire que le PS aura forcément un candidat en 2017. Absolument, oui. Absolument. Donc cette hypothèse n'est pas écartée par Ousmane Tanor Dieng, malgré la proximité qu'il entretient avec le président Macky Sall. Il est à la tête d'un parti qui est réputé être représentatif au plan national, au plan local, etc. Un parti qui a l'expérience du jeu politique. Et donc, il n'est pas exclu, parce que c'est toujours des... L'élection, ça dépend toujours d'un petit... un enjeu, une circonstance imprévue. Comme disait Mitterrand, en politique, l'événement est roi. Oui. Donc 2017, c'est encore loin. Il peut se passer beaucoup de choses. Oui. Donc qui contribueraient, par exemple, à rééquilibrer le rapport de force avec les autres partis et qui peut-être mettrait en évidence le leadership d'un membre du Parti socialiste, qui pourrait donc avoir toutes les raisons de se positionner contre le président Macky Sall. On est en démocratie. Absolument. Voilà. D'ailleurs, c'est le cas des élections locales à Dakar. Oui. Voilà. Ok. Les élections locales, justement, au vu de la situation actuelle, de la recomposition qui est en train de se faire du jeu politique, quel est le sens et la portée que vous donnez à ce scrutin local-là? Bon, je pense que ce scrutin local, à mon sens, est un scrutin très, très important qui va nous édifier sur beaucoup de choses. D'abord, ce sont les premières élections qui vont avoir lieu après le vote de l'acte 3, la décentralisation, qui supprime les régions et les communautés rurales. Alors, cet enjeu des élections locales, c'est ce que j'appellerais une démocratie de proximité. Donc, les populations vont être appelées à prendre en charge elles-mêmes leur destin local. Donc ce ne sont plus les appareils partisans qui vont dicter de façon unilatérale les logiques de positionnement des uns et des autres. Parce que la particularité de ces élections, comme on va le voir, c'est que des membres éminents de la société civile ont déjà intégré les listes de certains partis pour prendre en charge avec beaucoup d'efficacité les enjeux locaux. Et je pense que de ce point de vue-là, l'attitude du président Sall est peut-être... parfois équivoque, parfois intelligente. Il ne prend pas ouvertement position contre certains partenaires donc de sa coalition qui ont choisi de se positionner contre l'APR. À Saint-Louis, on sait que Cheikh Bamba Dièye, le maire sortant, a maintenu sa candidature.
À Dakar même. À Dakar. L'actuel maire est contre la liste de la coalition. La coalition, donc il a créé sa propre liste, Tahamou Dakar, etc. Donc ce qui fait qu'effectivement, dans les démocraties occidentales, de toute façon, les élections locales n'ont pas le même enjeu qu'une élection présidentielle ni qu'une élection législative. Donc il s'agit d'une élection où les populations sont souveraines, les populations locales sont souveraines, elles sont les seules à décider des enjeux cruciaux qu'ils vont prendre en charge, des acteurs crédibles pour lesquels ils vont voter, etc., des schémas de développement local qu'ils vont mettre en œuvre, etc. Ce qui fait qu'effectivement, le président de la République gagnerait à ne pas trop s'impliquer, voilà, parce que il renverrait une mauvaise image de lui. Il doit se positionner comme étant le chef de l'État, certes chef d'un parti, mais qui se trouve au-dessus des contingences politiciennes locales. Je pense que pour l'instant, il l'a fait. Hein. Il a lancé un message, certes, d'unité à ses partisans, mais on n'a pas senti qu'il imposait aux uns et aux autres. Qu'est-ce que ça peut lui coûter, effectivement, cette implication dans ces locales, d'envoyer un message aux populations qui pourrait peut-être en retour lui envoyer un autre message? Oui, en fait, comme je l'ai dit, a priori, il n'y a pas de lien de causalité directe entre, par exemple, la perte des élections locales et la délégitimation du président de la République en tant que chef de l'État. Les deux mandats sont différents. Absolument. En revanche, s'il prend le risque de soutenir ouvertement, donc de façon ostentatoire, certains acteurs contre d'autres, et que les adversaires de ceux qu'il a soutenus arrivent à triompher de ces élections, on dira qu'effectivement qu'il est plus influent, qu'il est plus écouté. Et c'est son autorité qui s'en trouverait érodée. Je pense que de ce point de vue-là, ses adversaires ne rateraient pas l'occasion de dire qu'effectivement, il a perdu sa légitimité et que les élections de 2017 vont être celles de sa disqualification, etc. On a déjà entendu, bon, je ne vous apprends rien, il y a beaucoup de ces adversaires politiques qui ont embouché cette trompette de la perte de légitimité. C'est ça qui rend la situation et l'analyse peut-être intéressante, parce que ces adversaires, eux, disent carrément qu'ils vont le sanctionner. Voilà. Ça veut dire que bon, ils donnent peut-être à ce scrutin local-là un enjeu national. Mais c'est de bonne guerre. Hein. Partout, c'est ce qu'on entend. En France, les élections de la semaine dernière sont considérées comme des élections nationales, alors que l'enjeu, c'est les élections européennes. Hein. On a vu que les gens ont fait une lecture plus... C'est toujours pareil, c'est de bonne guerre. Donc l'adversaire, il a toujours raison de mettre un lien entre la position du président de la République et une circonstance dans laquelle il aurait perdu des élections. Donc, mais je rappelle que l'élection présidentielle est une élection dont les enjeux sont strictement n'ont rien à voir avec les élections locales. Enfin, à condition même, vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, le fait de réussir, ou s'il réussit de bâtir, s'il réussit à bâtir plutôt une communication ou un discours, là je parle du président Macky Sall, tendant à expliquer que cette élection n'est pas une élection nationale, c'est dans ce cas-là qu'il pourrait peut-être s'en sortir. Sauf que lui, effectivement, il est confronté à deux difficultés. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, la clarification des rapports de force politique. Parce que jusque-là, l'APR est allé en coalition aux législatives, au local de 2009. On ne sait pas exactement ce que pèse. Donc ces élections sont cruciales pour lui. Parce que la plupart de ceux qui l'entourent, il a d'ailleurs lui-même, il a dit ouvertement, il a demandé au ministre, au directeur d'entreprise publique d'aller se faire élire à la base. Hein. Je ne sais pas si c'est une boutade ou si c'est sérieux de sa part. Voilà. Donc effectivement, le parti, l'APR en tant que parti, gagnerait à sortir vainqueur de ces locales. Ce serait un signal très fort et très positif pour le président Macky Sall. Même si, comme je l'ai dit, il n'y a pas de lien de causalité directe entre cette élection, ces élections locales et l'élection présidentielle de 2012. Mais on ne peut pas exclure non plus que les effets positifs ou désastreux, ça dépend de ces élections, puissent jouer un tant soit peu un rôle plus ou moins considérable dans l'image que les électeurs se feront de la véritable représentativité du président Sall. En tout cas, on notera deux camps. Le camp d'une opposition pratiquement
au pouvoir hier, aujourd'hui, évidemment dans l'opposition qui joue sa survie, et un pouvoir qui affiche sa volonté de maintenir une certaine dynamique unitaire au-delà même de ces locales. Face à ces deux situations-là, à ces deux postures, quel est un peu qu'est-ce que ça peut engendrer effectivement comme conséquence? Bon, vous le dites très bien, si par exemple le PDS, hein, c'est une hypothèse, si le PDS arrive à sortir, pas forcément vainqueur de ces élections, mais avec un score très honorable, ce serait effectivement un signal à l'endroit de l'APR. Et éventuellement, ça donnerait une légitimité beaucoup plus forte, notamment à son candidat en 2017. En revanche, si le PDS perd ses élections, si Rewmi perd ses élections, si le PS perd ses élections, ce serait effectivement un grand boulevard pour le président Sall. Voilà. Parce que ces soutiens sauront capitaliser cette légitimité des locales pour se positionner en conséquence en prévision des élections de 2017. Mais comme je l'ai dit, à l'inverse, si le parti présidentiel, malgré la représentativité présumée des uns et des autres, à Thiès, à Fatick, à Saint-Louis, à Louga, à Dakar, à Ziguinchor, etc., si dans ces localités symboliques, le président n'arrive pas à gagner, les soutiens du président n'arrivent pas à gagner, je pense que l'APR serait fragilisé terriblement aux yeux de l'opinion. Voilà. Voilà. Donc ceux qui pensent que les circonstances de l'élection du président sont, disons, sont liées à un contexte où il n'y avait pas eu d'accord, d'entente entre Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng au sein de Benno Siggil Sénégal, aurait raison effectivement de penser que le véritable rapport de force, il est encore en faveur des socialistes. Voilà. Et accessoirement du PDS et de Rewmi de Idrissa Seck. Oui, justement, le PDS et Rewmi, on assiste avec la situation préélectorale à laquelle on assiste aujourd'hui, une sorte de duo Abdoulaye Wade et Idrissa Seck ici, et face peut-être à un président Macky Sall qui gouverne avec sa coalition. Est-ce que vous pensez que ce duel, ce combat entre guillemets politique va peser sur ces locales-là? Certainement, certainement. Sauf que il faut rappeler que la particularité de la démocratie sénégalaise, c'est que c'est une démocratie qui est prise en charge, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des notabilités locales. Même si ce qui s'est passé le 23 juin tend à montrer effectivement que les citoyens s'affranchissent progressivement de la tutelle des notables locaux, des consignes religieuses, etc. Bon, ça, c'est une hypothèse qui reste à vérifier. Mais si vous regardez, qu'est-ce qui fait la représentativité de quelqu'un comme Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng, d'autres, en tout cas les soutiens directs du président, c'est des gens qui ont un fief électoral. Absolument. Pour Ousmane Tanor Dieng, la Petite Côte, pour Moustapha Niasse, le Saloum, une bonne partie de Dakar, etc. Ces gens-là ont cette capacité tout à fait louable d'entretenir encore un soutien électoral décisif dans ces localités. Et je pense que bon, c'est comme Thiès, hein, on verra, ce serait un miracle par exemple que l'APR gagne à Thiès. Je pense que si l'APR gagne à Thiès, ce serait vraiment le plus grand signal pour Macky Sall, très positif pour Macky Sall. Ça veut dire que son adversaire numéro 1, une mort politique, voilà, une mort politique, voilà. Et donc pour lui, c'est carrément on lui déroulerait le tapis rouge pour 2017. Voilà. Mais pour ce qui est du PDS, dans l'ouvrage que nous avons signé récemment avec Momar Koumba Diop, le Sénégal sous Abdoulaye Wade, le sauver à l'épreuve du pouvoir, dans la conclusion de ma contribution à cet ouvrage, je rappelle qu'il ne faut pas enterrer trop tôt le Parti démocratique sénégalais. On a vu récemment, avec le retour de Maître Abdoulaye Wade, la mobilisation impressionnante. Bon, certains diront que c'est des badauds curieux, etc. Mais moi, je pense que ça peut être aussi au soutien des gens qui sont restés, qui ont encore le cœur au PDS, qui seraient mobilisables dans des circonstances électorales particulières. C'est un PDS qui s'est réveillé. Voilà, je pense qu'il ne faut pas enterrer le PDS voilà, un peu trop tôt. Oui.
D'accord. Professeur, nous allons évoquer d'autres sujets, peut-être moins politiques, hein, des sujets carrément qui sont dans l'actualité nationale, hein, comme cette production de votre collègue, le professeur Oumar Sangaré, qui fait débat. Aujourd'hui, on a vu, avec la sortie de son livre « L'islam et la culture grecque », beaucoup de réactions, des réactions qui l'attaquent frontalement, hein, parce que lui-même s'est attaqué, dit-on, à l'islam. Alors, quelle a été un peu, vous, votre réaction à cette situation-là? Disons que personnellement, en tant qu'universitaire, je regrette bien entendu cette tendance à vouloir vouer aux gémonies quelqu'un qui exprime une opinion qui est censée être en fait, le résultat d'un travail scientifique. Voilà. Je pense que l'attitude la plus convenable qu'on aurait pu avoir face à la production du professeur Sangaré, c'est de mobiliser des intellectuels qui lui apporteraient la contradiction. Voilà, des islamistes, des gens qui maîtrisent le Coran, des chercheurs qui maîtrisent mieux que lui le Coran, qui lui apporteraient la contradiction, plutôt que de décréter des fatwas. Je pense qu'une démocratie, un état de droit n'a pas vocation à empêcher la production intellectuelle. Ça, c'est mon point de vue. Oui. Maintenant, sauf qu'il touche une question très sensible. Voilà, maintenant, quand vous interrogez le croyant, c'est vrai que je peux être choqué par le fait que quelqu'un dise comme ça brutalement que ma référence absolue, celle sur laquelle je me base, ma foi, repose en réalité sur des approximations, des incertitudes. Bon, ça, effectivement, on a vu que certains chefs religieux l'ont traité d'aliéné, etc. Ouais. Bref, c'est un sujet par rapport auquel il est très difficile d'avoir une position tranchée. Donc, si vous m'interrogez en tant qu'universitaire, je pense qu'il ne faut pas, comment dirais-je, vous gémonier un chercheur. Voilà. Un chercheur a le droit d'exprimer son point de vue. Sinon, il cesse d'être un universitaire. On n'a qu'à lui apporter une contradiction, c'est tout. Donc, des gens n'ont qu'à produire un livre pour dire, voilà, vous avez tort sur ce point, vous avez tort sur un autre point. Et puis, les gens vont lire et apprécier en toute liberté lequel a raison ou pas. Maintenant, le Sénégal est un pays très complexe. On est à 100% musulmans, catholiques, etc. Donc les productions scientifiques ou les opinions qui tendraient à critiquer notre foi, bien entendu, risquent toujours de susciter des réactions parfois exagérées. Hein, voilà. Bon, je pense qu'il est sous la protection, je pense, de l'État parce qu'il est menacé de mort. Bon, ça rappelle quand même d'autres pays où vous avez des ayatollahs qui décident de la vie ou de la mort des gens. Donc le Sénégal est une démocratie, un état de droit. De ce point de vue-là, je pense... Une démocratie quand même qui ne permet pas de toucher les sensibilités. C'est vrai que vous autres universitaires, vous avez parfois tendance aussi à croire que, bon, vous détenez tout le savoir. Parfois, c'est... On est même parfois, certains l'ont dit d'ailleurs dans les médias, lui quand même il a été sur un terrain peut-être glissant, on le sait, agrégé de grammaire, etc. Mais peut-être pas comme quelqu'un qui produisait souvent des réflexions, autant pour moi, des réflexions sur l'islam, une question très sensible. Bon, disons que personnellement, j'ai vu les réactions de certaines personnalités, notamment issues du milieu maraboutique, qui disent que le monsieur est instrumentalisé. En fait, son ouvrage est commandité par des francs-maçons, par des occidentaux qui en veulent à l'islam, qui veulent le détruire. Bon, je pense que cette tendance à vouloir ce qu'on appelle un complexe obsidional, ce complexe obsidional, le fait de penser qu'on a des ennemis partout qui veulent détruire notre religion. Lui, il l'a démenti d'ailleurs. Non, pour moi, ça n'a même pas de sens. Voilà. Il n'y a aucun pays au monde, si puissant soit-il, les États-Unis, la France, ne peuvent pas imposer aux Sénégalais leur façon de penser, ni les décisions qu'ils vont avoir à prendre sur le plan des principes, de l'éthique, etc. Je pense que c'est absurde. Il faut arrêter ce genre de discours. M. Sangaré a produit un ouvrage qui a des limites, mettons en évidence, mettons en nu les limites de son ouvrage, et puis point final. On passe à autre chose. Voilà, ça c'est mon point de vue intime. Voilà. En tant que chercheur, en tant que chercheur, voilà. Mais en tant que musulman, bon, comme je l'ai dit,
je trouve surprenant que quelqu'un remette en question voilà, la véracité du Coran. Et surtout quelqu'un qui se dit musulman. Donc c'est très... D'accord, c'est très délicat. Très délicat voilà. On reste à l'université, mais cette fois, peut-être en parlant de la situation du milieu, hein, de ce temple du savoir, en crise, il faut le dire, avec cette grève qu'on voit des étudiants et qui a produit les effets que l'on a constatés tous. Alors, en tant qu'acteur du milieu, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette situation? Bon, cette situation est regrettable. Hein. Je pense que nous sommes en train de payer les effets d'une grève de 4 mois en 2012. Donc, rétrospectivement, j'aurais tendance à penser que cette grève était peut-être avec des relents politiciens. Parce que ça fait 2 ans, plus de 3 ans maintenant, que personnellement, je n'ai pas eu de vacances. Voilà. Donc, je fais cours continuellement d'octobre à janvier. Voilà. Donc cette crise universitaire, je pense que les spécialistes, parce que personnellement je suis membre d'ISAES formellement, mais je n'ai pas participé aux délibérations techniques avec la commission des réformes, ce qui fait que mon point de vue n'est peut-être pas forcément autorisé par rapport à cette question. Donc ce que je dirais, c'est que le gouvernement a tort de laisser des étudiants pendant plus de 6 mois sans leur verser leur bourse. Ça, c'est une faute, à mon sens, une faute grave. Donc les étudiants ont tout à fait raison, c'est tout à fait légitime d'aller en grève pour exiger le paiement des bourses. Ils ont tort de jouer au Cassandre, voilà, en brisant tout ce qui est édifice public, en cassant le rectorat, etc. Donc les uns et les autres doivent savoir raison garder. Et je pense que les conclusions des assises de l'éducation, je ne sais pas comment on les appelle, la commission de réforme, devraient peut-être permettre, si elles sont mises en œuvre, de passer un cap difficile que l'université sénégalaise a du mal à transcender depuis des années. Voilà, on a une grève récurrente, une crise récurrente. À chaque fois, c'est les mêmes causes, les mêmes effets, les mêmes plateformes. C'est ça d'ailleurs le grand défi, c'est de mettre un terme à cette crise récurrente. Oui. Mais comment, je pense que pour l'instant, ils ont posé des actes qui tendraient à aller dans ce sens parce qu'ils ont inclus des acteurs en dehors de l'université, donc des acteurs traditionnels, religieux, etc., de la société civile, pour qu'ils participent à organiser des échanges voilà, entre le ministère de tutelle et les étudiants, pour qu'on puisse se mettre d'accord sur tant soit peu un certain nombre d'accords voilà, qui nous permettraient de... Mais dans le même temps aussi, on note une sorte de fermeté de la part des autorités universitaires. Est-ce que ça peut régler ça aussi, le problème? Bon, personnellement, si le ministre est ferme sur le point, par exemple, les effectifs sont insupportables à l'UQAD. 80 000 étudiants, ce n'est pas possible. Ensuite, à la fac de lettres, demander le master pour tous, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est pas que les enseignants... C'est pas raisonnable, ça. Voilà, c'est pas faisable, parce qu'un enseignant ne peut pas encadrer une vingtaine d'étudiants au master, c'est pas possible. Donc, et puis, ça se fait pas dans les universités... dans toutes les universités du monde. Bon, la généralisation de la bourse, personnellement, je suis pour une université publique, parce que 90% des étudiants sénégalais sont issus de familles modestes. Donc, l'État sénégalais, la République du Sénégal, ne devrait pas renoncer à prendre en charge, effectivement, le coût de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Je pense que c'est prématuré de vouloir imposer au Sénégal un schéma peut-être valable aux États-Unis où les étudiants ont la possibilité d'aller prendre des prêts bancaires pour financer leurs études, etc., et rembourser après. Je pense que je crois que le signal le plus négatif qu'on a senti dans le discours des autorités académiques, c'est de dire, par exemple, que voilà, la bourse, on va diminuer les allocations de bourse, on va restreindre l'accès à l'université. Non, c'est pas la République du Sénégal. Je pense que jusque-là, elle a fonctionné sur le principe d'une
d'une université publique républicaine qui a montré tout à fait, qui a donné des résultats. Donc il faut continuer dans ce sens. Voilà. Il faut que l'État appuie les étudiants, que l'État octroie des bourses. Il faut que l'État refuse d'aller dans le sens d'une privatisation de l'enseignement supérieur. À mon sens, ce serait une catastrophe pour le Sénégal. D'accord. Oui. Et de ce pas, nous allons peut-être évoquer une question aussi d'importance, la question sécuritaire dans la sous-région. D'ailleurs, on voit que ça a provoqué un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Exemple, le phénomène Boko Haram au Nigeria. Est-ce que vous avez essayé d'étudier un peu cela Bon, disons, le phénomène Boko Haram est un phénomène pathologique. Les chercheurs ne sont pas encore d'accord sur la qualification de Boko Haram. Certains disent que c'est une secte, d'autres disent non, c'est un mouvement social qui a la vocation à intégrer le mouvement djihadiste international. Boko Haram n'est ni membre de AQMI, ni membre d'Al-Qaïda. Bon, c'est des Nigérians du Nord qui se disent farouchement opposés à l'éducation occidentale. Et alors, quand on dit éducation occidentale, c'est tous les effets de cette éducation occidentale, la démocratie, la parité, la laïcité, etc. Et donc au début, Boko Haram avait ciblé des adversaires, des ennemis, entre guillemets, dans le milieu politique. Donc c'était des députés, des élus, des magistrats, les forces de sécurité. Et puis, entre-temps, bien entendu, l'État fédéral a pris des dispositions. Il y a eu ce qu'on appelle c'est un dispositif de la société civile d'autodéfense. Voilà, un mouvement d'autodéfense qui a plus ou moins chassé Boko Haram des zones urbaines, donc qui l'a obligé à se replier dans les zones urbaines. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à poser des actes barbares, à s'en prendre à des innocents, à des victimes, etc., à des jeunes filles. L'enlèvement, voilà. Comme ces 200 jeunes filles enlevées voilà. Au Nigeria. Au Nigeria. Donc je pense que l'État, donc ça met effectivement en relief les limites de l'État fédéral nigérian. Boko Haram, et sa base, c'est le nord, le Borno. Le Borno, c'est un État agricole pauvre, comparé par exemple aux États du Sud où il y a les ressources pétrolières. Donc forcément, cette disparité, cette fracture sociale entre, d'une part, les nantis du Sud et les pauvres musulmans du Nord, a peut-être engendré quelques frustrations que je ne légitime pas du tout. Oui. Surtout que de la part Boko Haram s'est attaqué aux musulmans, à tout le monde. Donc c'est un mouvement très difficile à éradiquer parce que les frontières entre le nord-est du Nigeria et les zones transfrontalières avec le Cameroun, le Niger, le Tchad sont des frontières poreuses et peu surveillées. Donc l'enjeu justement de la réunion convoquée par Hollande, le sommet du 17 mai à Paris 2014, c'était pour créer une unité opérationnelle internationale qui veillerait à rendre moins poreuses les frontières, à surveiller et à traquer Boko Haram dans ces zones de repli présumées comme le Niger, le Tchad, le Nigeria, etc. D'accord. Voilà. Ce qu'on note dans tous les cas, c'est que c'est des organisations qui se nomment groupes islamistes, groupes islamistes armés. Oui. On le voit même au Mali. Avec la crise qui sévit là-bas. Alors, ici, on parlait tout à l'heure de l'islam, mais c'est quand même un tort qu'on porte à cette religion, de notre côté aussi, non? Oui, tout à fait. De toute façon, l'image de l'islam a été écornée dans les pays occidentaux parce que, bien entendu, les gens font l'amalgame entre la religion et les musulmans terroristes. Oui. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas leur ôter de la tête qu'il y a une dichotomie entre l'islam et le terrorisme. Voilà. Oui. Surtout que ces gens-là se réclament de l'islam. Et ils mobilisent des versets du Coran, des hadiths pour justifier les actes barbares qu'ils sont en train de perpétrer. Boko Haram, par exemple, se réclame des talibans afghans. Il s'identifie à ces talibans. Enfin, tout le monde sait que les talibans afghans veulent reconstituer le Moyen-Âge, un islam obscurantiste, brutal, complètement arriéré, qui n'a rien à voir avec le monde moderne.
Ouais. Voilà. Donc c'est l'éternelle question que certains spécialistes de l'islam font, la modernisation de l'islam ou l'islamisation de la modernité. Bon, je pense qu'en tant que politiste, là c'est un commentaire personnel que je voudrais faire par rapport à cette question, c'est que nous avons défini l'État comme étant une structure moderne. Et quand on dit moderne, ça veut dire une structure qui est sortie de la religion, qui a coupé les ponts avec la religion. Donc la sécularisation, la différenciation culturelle caractérise, la laïcité caractérise ce qu'on appelle l'État. Donc en tout cas, l'État occidental, quand vous définissez l'État, c'est ça. Or en Afrique, justement, on n'a pas forcément cheminé de façon identique, on n'a pas connu les mêmes trajectoires historiques, culturelles. Nous n'avons pas abouti à la même nécessité d'expurger des éléments de foi à notre comportement, dans la politique. Voilà. Ce qui fait bien entendu que les textes que nous avons, les textes constitutionnels, c'est des textes qui sont inspirés de la France. Je rappelle souvent que la constitution sénégalaise pratiquement de toutes les nations francophones, et ces constitutions sont inspirées de la constitution française. Vous y trouvez des éléments qui n'ont rien à voir avec l'histoire vécue des peuples. Avec la réalité. Voilà, ce qui fait que parfois on s'étonne que de temps en temps l'État soit confronté à une crise de délégitimation, parce que l'État, les dispositions juridiques, institutionnelles préconisées par l'État ne rencontrent pas l'adhésion des populations qui s'arc-boutent à leurs convictions spirituelles très fortes. Et pourquoi d'ailleurs les pouvoirs publics malmènent souvent ces textes constitutionnels-là, parfois même pour les adapter aux réalités. Voilà, parce que je rappelle que par exemple en 2001, au référendum de janvier 2001, le président Wade avait envisagé un moment carrément d'enlever la laïcité du préambule de la Constitution. On a vu la mobilisation des catholiques, c'était de bonne guerre, qui ont fustigé une décision qui pourrait être désastreuse pour la cohésion nationale. Voilà. Effectivement. Parce que notre démocratie, la plupart des démocraties africaines, des États africains, sont obligés de composer avec ce qu'on appelle la démocratie consociative. C'est-à-dire que nous sommes caractérisés par une hétérogénéité irréductible, des composantes ethniques, culturelles, religieuses, avec lesquelles il faut composer, avec lesquelles il faut structurer le politique. Donc on ne peut pas structurer le politique en faisant fi de la représentativité des uns et des autres. Ce qui fait que parfois, effectivement, on est confronté à cette... Donc la question, par exemple, de Touba, entre dans ce sens. Voilà. Parce que jusque-là, les Sénégalais, nous sommes indépendants depuis 1960, mais est-ce que nous avons approfondi, dans le cadre de la consolidation de l'état de droit, nous avons approfondi les institutions séculières? Est-ce que nous avons entériné la supériorité par exemple, de la laïcité sur la prégnance justement des institutions religieuses? Et c'est ce que j'appelle dans mon livre la dualité du système d'allégeance, tend à démontrer que le Sénégalais, par exemple, est écartelé entre deux choix contradictoires. Une adhésion à une communauté d'appartenance primordialiste, la religion, la confrérie, et l'adhésion à l'État, le lien juridique qu'il entretient avec, qu'on appelle la citoyenneté. Donc, parfois, vous avez même évoqué ce différend même entre les deux présidents de l'époque, Senghor et Mamadou Dia, sur ces questions-là. Voilà, donc je rappelle par exemple qu'au début, quand l'État du Sénégal venait d'être en fait, indépendant en 1960, la vision que Mamadou Dia avait, c'était tout de suite d'aller dans le sens d'une république qui a les coudées franches, la latitude de forger ses propres institutions, compte tenu des interférences intempestives des structures culturelles. Voilà. Et or, Senghor, à l'époque, avait besoin de consolider sa légitimation. Et donc, il avait besoin, lui, de s'allier aux forces religieuses, culturelles. Donc, Senghor ne voulait pas d'une rupture brusque entre l'élite politique moderne et les élites traditionnelles religieuses. Donc, Senghor a composé pendant longtemps avec ces dernières pour forger un schéma de gouvernance de l'État qui
dans lequel chacun se retrouvait. Voilà. Voilà. Mais je vous remercie, professeur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de sciences politiques à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un prochain numéro de Point de Vue. Au revoir. Honneur au drapeau national, symbole de notre appartenance à une même nation, de notre commune volonté de vie commune, déclinée à travers 3 bandes verticales significatives des aspirations de notre peuple. Le vert, la verdure, l'espérance, la prospérité devant mener au bien-être moral et matériel des citoyens. Le jaune, couleur de l'or,